7,6% pour le Sénégal et en tout, près de 4 milliards de pertes qu'on enregistre. Une estimation sur de 90 à 2017, je crois. Donc, voilà un peu, on comprend que c'est important de travailler sur la restauration de nos écosystèmes parce que les pertes qu'on enregistre et liées à leur dégradation sont importantes. On va chercher à comprendre un peu c'est quoi la résilience parce que depuis ce matin, on en a parlé un coup. La résilience, c'est la capacité d'un système, d'une communauté, d'un individu ou d'un écosystème à absorber les chocs, à s'adapter aux perturbations et au stress, à se rétablir rapidement après une perturbation et à évoluer pour devenir plus fort face à de futures perturbations. C'est ça la résilience. En termes de phénomènes côtiers et en particulier pour les villes, on se rend compte que nos villes font face justement aux problèmes de tempêtes, d'érosion, de submersion et cela parce qu'elles grandissent de plus en plus. On a des problèmes de déforestation, de pollution qui l'accompagnent. On a également des ports qu'on crée. On a une perturbation vraiment de ces écosystèmes-là, avec également des infrastructures côtières qu'on rajoute et qui modifient totalement vraiment les processus écologiques qui se déroulent. Un petit exemple en visuel nous permet de voir par exemple pour Nouakchott la modification qu'on a eue entre 1984 et maintenant est liée à est liée donc à l'installation du port de Nouakchott. Un autre exemple qu'on a à côté, c'est à la frontière entre le Togo et le Bénin, à Ného, où, suite à la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures, on a vu l'écosystème vraiment totalement être bouleversé. Également avec les ports de Lomé, et si la connexion nous permet, voir rapidement les modifications qu'on a pu avoir dans ces grandes villes-là. Ça ne répond pas. Vous aurez l'occasion de le voir quand vous aurez le slide. Mais voilà, on a donc un certain nombre de choses qui sont mises en place, en particulier dans nos villes, et qui vont créer des stress et des aléas qui auront donc des effets directs sur les communautés et les biens, les services qui s'y déroulent. Et face à ça, il y a certaines lignes de défense qu'il faut avoir pour atteindre une résilience. La première ligne de défense, c'est d'arriver à réduire l'exposition. Réduire l'exposition, notamment en diminuant, on va dire, en faisant barrière entre la force qui arrive et les communautés, les biens qui sont exposés. La seconde ligne de défense, c'est arriver à diminuer la sensibilité, la vulnérabilité de ces enjeux-là par rapport à l'aléa qui vient. La troisième ligne de défense, c'est d'améliorer la réponse, la capacité à répondre face aux risques
qui nous tombent dessus. La dernière ligne de défense, c'est d'arriver à s'adapter. Le risque arrive, on la supporte et on a des moyens vraiment de se remettre par rapport à ce que cela nous implique, enfin, cela implique comme conséquence sur nous. Et face à tout cela, il faut également mettre en place un mécanisme d'adaptation pour pouvoir, on va dire, ajuster ces différentes lignes de défense en fonction de comment est-ce que la situation de vulnérabilité ou d'exposition ou d'adaptation change. On ne va pas rester figé dans le mécanisme. Il faut s'adapter pour ajuster, soit augmenter la ligne de défense sur l'exposition, diminuer la préparation ou augmenter la préparation, etc. Donc, ce point d'adaptation est important. Ici, c'est vraiment pour vous faire voir le changement de paradigme qui est important quand on parle de résilience. C'est de quitter un état où on va faire beaucoup de gestion de catastrophes. On n'a pas beaucoup de préparation, ça nous tombe dessus et on gère. On est dans la prévention de risques, mais pas suffisamment. On vit dans l'incertitude et on ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe. Et ce dont on doit aller, c'est vers des mécanismes plus durables. Et rappelez-vous, dans la définition de la résilience, on a dit qu'il faut pouvoir s'adapter de sorte à mieux faire face à des perturbations futures. Et ce qu'on est en train de faire jusqu'ici ne nous permet pas de faire suffisamment face aux situations futures qui peuvent être vraiment désastreuses avec le changement climatique et les phénomènes d'élévation du niveau de la mer. Les ouvrages qu'on peut mettre en place peuvent devenir plus vraiment efficaces avec le temps et avec la force des événements qui arrivent. Et c'est pour ça que la réflexion doit aller vers la durabilité. La durabilité en termes vraiment d'infrastructures qu'on met en place et qui doivent s'accompagner de beaucoup de solutions fondées sur la nature parce que c'est les seules qui peuvent arriver à vraiment protéger durablement. Et dans ce paradigme, on va aussi beaucoup s'appuyer sur la prévention. On va continuer à faire de la gestion de catastrophes, c'est vrai, mais s'aligner efficacement entre toutes les interventions. Et pourquoi est-ce que ces solutions sont importantes? C'est parce que avec elles, on se rend compte qu'il y a une différence entre lorsqu'on a, par exemple, de la mangrove et autres écosystèmes côtiers et lorsqu'on n'en a pas du tout. On a pu remarquer que les effets sur les communautés et les biens côtiers sont importants. Et cela nous ramène à ce qu'on a abordé tout à l'heure sur tout ce que les SFN peuvent nous aider à faire, notamment l'atténuation, l'adaptation, la réduction des risques, etc. Et en termes de bénéfices, quelques chiffres ici pour nous édifier. La restauration des forêts et des bassins versants au niveau des hautes terres, en réalité, et suivant une étude de WRI, voilà, nous dit que ces restaurations-là pourraient permettre au service des eaux dans nos différents pays de plus de 534 des plus grandes villes à travers le monde d'économiser près de 9 millions de dollars par an. Ça, c'est vraiment en termes financiers. On peut arriver vraiment à économiser tout cela grâce à la mise en place de solutions de type
restauration des forêts au niveau des bassins versants. Également, la protection et la restauration de mangroves pourraient générer jusqu'à 100 000 milliards de dollars de bénéfices à travers le monde. Et puis, différents bénéfices additionnels qu'on peut avoir et liés au SFN, c'est surtout la création de jobs. On peut également avoir la création de partenariats publics-privés qui se développent grâce au SFN. Il y a une certaine autonomisation des communautés qu'on peut également avoir comme bénéfice lié à la mise en œuvre des SFN. Et enfin, en particulier sur les SFN en milieu côtier, on a effectivement la réduction par rapport à l'exposition. Lorsqu'on a ce genre d'écosystèmes qui sont en place, ils vont faire barrière et réduire clairement l'exposition par rapport à l'érosion, à la salinisation, etc. qu'on peut avoir. Activités touristiques qui peuvent être développées, mais également à l'aspect environnemental où on va avoir vraiment une amélioration globale des conditions écologiques du milieu. Enfin, quelques autres éléments importants qui sont l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'amélioration de la santé des communautés et également des conditions sociales et culturelles. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous sur l'aspect des bénéfices additionnels des solutions fondées sur la nature. Okay. Très bien. Donc on va ouvrir le débat. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'était plus quelques éléments d'information à vous apporter. Families of nature-based solutions that can be applied in city context. So, in total, there are 14 nature-based solutions that we explore in this catalog. Of course, not all of this type of solutions will be applicable in every city. Some of them make sense for one city, some of them don't. But what we thought we would do here today would be to show a little bit what's the content of this catalog, and of course also invite you to later take a look into it in more detail and explore it. But it's a resource that is used to understand what are the different types of nature-based solutions, how they can be applied in different contexts, costs, benefits, and a few examples as well. So I'm going to show the different parts of the catalog. And we'll have later when we do an exercise, we'll also see a little bit more in detail. So the catalog is prepared with 5 principles in mind. So what we say in the catalog is that to choose to work with a nature-based solution in an urban context, we need to think about these 5 steps. The first one is to assess the functions, the benefits, the costs, and the suitability considerations of a specific nature-based solution. So when we talk about different processes, we're talking then about the physical processes such as infiltration, water storage, etc. And then to think what's the function related to that process. So that's the idea is to regulate flooding, heat, stabilization of soil, etc. Then we think about what are the benefits that this process can bring to people. So we want to reduce certain flood risks or heat stress, or even some benefits like recreation and tourism, for example.
So then we can identify which would be the most suitable solution